Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Alors, le vendredi, nous parlons avec Rémi Villemur. Rémi, dans Le Devoir, il y a Aurélie Langto qui parle des campements à McGill. Et elle dit, vous savez, des fois, les jeunes voient des injustices que les plus vieux ne voient pas. T'sais. Ils nous aident à voir des choses que nous ne voulons pas voir. Est-ce qu'on peut dire aussi que les jeunes, des fois, ils voient des injustices où il n'y en a pas aussi? C'est pas parce que tu es jeune, toi qui es jeune, je dis ça à toi, c'est pas parce que tu es jeune que tu as la vérité infuse. Un jeune peut se tromper. Ben, je pense que je commencerai ma phrase comme ça, moi, d'ailleurs, ou alors mon raisonnement. Quand tu es jeune, tu as moins d'expérience de vie, tu as vu moins de choses, tu as été dans un moins grand nombre de situations en temps normal. Là. Après, il y a du monde qui ont des vies plates et qui n'ont rien vu à 75 ans. Donc, je commencerai par dire ça et ensuite, j'essaierai de démontrer le point qu'elle essaye de présenter comme le point de départ. Et des fois tu es un peu plus émotif quand tu es jeune. Des fois? Des fois, ça arrive. Moi, j'ai lu sur ce sujet-là, l'autre jour quelqu'un sur Twitter dire « Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un mouvement étudiant se soit trompé? » Et là, elle attendait que les gens disent « Ouais, dans le fond, c'est vrai. » Moi, j'ai juste répondu « Mai 68. » C'est comme le grand mouvement étudiant. Enfin. Écoute, tu veux nous parler, je suis très content que tu parles de ce Musée national de l'histoire du Québec que présenté là, François Legault, là, parce que ces espaces bleus, là, ils ont tiré à plat dessus, capote, là, il dit il va y avoir un Musée national de l'histoire du Québec. Ouais. Il y a des gens qui chialent en disant il y a déjà le Musée de la civilisation, c'est un doublon, blablabla. Bon, ils sont pas allés au Musée de la civilisation dans les dernières années, en tout cas, là, oulala. C'était pas vraiment un musée d'histoire, là. C'est d'histoire populaire, là, au musée de la civilisation. C'est le musée woke de Québec, là. C'est terrible. C'est rendu, là, maintenant, oui, c'est ça. Avec expos du monde tout nu qui crient souffrance, souffrance, souffrance. C'est un délire complet. Ça, c'est l'exposition sur le genre. Ils ont fait une exposition sur le genre. Ils ont fait un truc sur la merde, littéralement. Moi, je l'avais vu. OK, c'est ça. L'expo sur le caca. Ouais. C'était bien? Je l'avais vu. C'était correct? Ouais. Ça sentait-tu bon? À un moment donné, tu rentrais, puis ils ont comme recréé une toilette dégueulasse où ça débordait, là. Puis il y avait comme des étrons dans la toilette, puis il y avait de la marde partout. Puis je me disais, vraiment... T'as payé pour aller là, toi? Vraiment? Eh bien. Tu vois, j'ai vraiment besoin de voir ça, là. Je suis allé dans des toilettes publiques et j'en ai déjà vu. Je n'ai pas besoin de payer pour voir ça. Exactement. Donc, Rémi, alors, le Musée national d'histoire du Québec. Oui, ça a été annoncé le 25 avril dernier. Et là, il faut faire attention. Hein, là, tu as bien nommé le musée. Il y a du monde qui pense que c'est le Musée de l'histoire nationale du Québec, mais c'est le Musée national de l'histoire du Québec. D'accord? Bon, je vais expliquer la nuance, là, parce que l'histoire nationale, c'est un type d'histoire. Hein. Moi, j'ai étudié en histoire. Tu peux faire l'histoire économique, tu peux faire l'histoire de la guerre. L'histoire nationale, c'est un type d'histoire qu'on pratiquait il y a quelques années au Québec et qu'on ne pratique plus du tout. Vous allez retrouver aucun professeur dans une université au Québec qui pratique l'histoire nationale. Je me demande pourquoi. Puis, donc là, il y a dans la presse, on lisait, il y a hier une lettre ouverte. On a un tas d'universitaires, des étudiants qui s'en prennent à cette initiative-là en, me semble-t-il, faisant une erreur en pensant que c'est un musée d'histoire nationale alors que c'est un musée national d'histoire. Et là, ils disent quoi? Ils disent, là, il y a un risque là, si on fait ce genre de musée-là parce que là, il faudrait quand même pas revenir à un récit national et à une histoire, tu sais, où on parle des explorateurs, puis on parle des Canadiens français, puis... Et là, tu as envie de te dire, ouais, écoute, c'est vrai qu'on en parle tellement qu'il faudrait pas en parler. Hein? On n'en parle pas. On n'en parle jamais. Mon fils, là, c'est cours d'histoire. De quoi t'as parlé? Les Autochtones, OK? L'année d'après, de quoi t'as parlé dans les cours d'histoire? Les Autochtones, OK? C'était ça, c'était tout le temps. Donc, ils disent, en organisant la trame autour d'un peuple de langue et de culture française, ça serait la pire des affaires, j'imagine, l'institution risque également d'occulter les nations autochtones et plusieurs groupes, les communautés noires, juives, irlandaises, chinoises, italiennes, ukrainiennes. Et là, tu as envie de te dire, je pensais que ces communautés-là étaient maintenant de langue et de culture française puisqu'elles s'étaient intégrées. C'est ce que vous ne cessez de nous dire. C'est-à-dire que l'immigration est un succès et que ces gens-là s'intègrent et qui sont aujourd'hui de langue et de culture française. Alors, c'est quoi le problème? Ah, OK, vous dites qu'ils sont pas de... Ah, fait que vous dites que ça marche pas. Ah, maudit, ça marche pas, leur affaire. Et moi, j'ai écouté les conférences de presse, j'ai écouté Éric Bédard parler du projet et il n'a jamais été question d'exclure une communauté. Alors que eux, en ne nommant pas les musulmans, les Africains, les Latino-Américains, les handicapés, les LGBT, les nains, tout ça, c'est eux qui excluent. Hein? Parce qu'eux autres, ils disent qu'il faudrait parler des Chinois, des Ukrainiens, des Italiens, mais ils se rendent bien compte que tu peux pas parler de tout le monde. Je veux dire, c'est parce que si tu parles pas de tout le monde, t'exclus. C'est toi qui exclus, c'est pas les autres. Alors, comment tu fais? En fait, tu parles du peuple québécois. De la culture québécoise. Ça, c'est la seule façon d'inclure tout le monde. Ben oui. Parce que si tu ne parles pas de peuple et de culture québécois,
ben, tu parles de tout le monde et t'oublies du monde, et alors t'exclus. Ben, c'est ça. Et si tu mets C'est une chacun logique folle. dans sa case et Ben tout oui. ça, là, en disant, il y a un peuple ici, vous en faites partie, vous faites partie du peuple québécois, et notre culture est votre culture. Tu sais, si tu t'ouvres sans fin et que tu ne refermes jamais, ça ne... Tu sais, en géométrie, tu peux pas faire une forme s'il n'y a pas de limite. Si tu prends tes mains et tu fais ça comme ça, puis tu t'arrêtes jamais, tu créeras jamais une forme. oui. Donc, tu créeras jamais un peuple. À un moment donné, il faut que tu restreignes, il faut que tu fermes. Mais ça, c'est pas de la fermeture, c'est pour former un ensemble. C'est de la géométrie, là. C'est de la mathématique. On parle même plus d'histoire. C'est extrêmement bien dit. Et si tu veux que les gens s'intègrent, ils s'intègrent à quoi? Ils s'intègrent à qui? Il faut qu'il y ait une culture là présente, qu'on célèbre, qu'on présente et tout ça, pour qu'ils puissent s'intégrer. Sinon, ils s'intégreraient à rien. Ben oui, tout simplement. C'est tout simplement ça. Puis, tu sais, ils disent la société québécoise est issue de nombreux endroits, non d'un seul. Non. Je m'excuse, mais non, en fait. C'est pas vrai. La société québécoise est issue d'un endroit, OK, ou d'une culture, et se sont ajoutés à cette culture-là d'autres cultures, d'autres communautés. On fera pas semblant de... Mais qui n'ont pas le même rôle que... Ben, c'est ça, exactement. Ils n'ont pas un rôle fondateur. Il y a quand même une culture majoritaire, il y a quand même un noyau identitaire au Québec. On va pas le nier, là. C'est très beau ce que tu as dit tantôt sur la géométrie. Je vais reprendre une autre image. Des branches, ça pousse sur un tronc. Ben oui. Une branche, ça pousse pas tout seul. Exactement. Ça prend un tronc, Mhm. puis il va y avoir des fleurs, des branches, puis tout ça, mais ça prend une crise de tronc. Exactement. Puis quand tu trouves une branche qui traîne, ben, tu la jettes parce qu'elle n'est plus à côté de son tronc. Elle a été abandonnée, elle a été rejetée, elle est tombée. T'sais, mais écoute, cette lettre-là, il faut la lire parce que, bon, il y a quand même une grande majorité de signataires qui sont des professeurs d'histoire, des doctorants en histoire, des chercheurs. Mais, écoute, moi, j'ai fouillé. J'aime ça fouiller quand même, là. C'est mon défaut. Il y a un professeur... Attends, c'est pas une joke. Il y a un professeur de sciences infirmières à Ottawa qui a signé la lettre. De quoi tu te mêles? T'enseignes les sciences infirmières. T'as pas un cours à donner sur comment donner un vaccin ou quelque chose, là? Pourquoi tu signes ça? En plus, tu travailles à l'Université d'Ottawa. Il y a un prof de Bruxelles. De quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? En plus, c'est pas un Québécois qui travaille à Bruxelles. C'est un Bruxellois qui travaille à Bruxelles. De quoi tu te mêles? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Il y a Webster aussi. Webster. Donc ça, Webster, c'est un rappeur qui se prend pour un historien et qui est finalement un imposteur. C'est un gars qui, dans une entrevue, avait déjà dit, moi, j'ai un bac en histoire que j'ai passé sur la fesse. Et quand je suis arrivé pour faire une maîtrise, on m'a dit, il faudrait que tu refasses des cours de bac. Puis il a dit, fuck off, moi, j'ai 35 ans, je fais pas ça. Et aujourd'hui, il est grassement payé, il donne des ateliers d'histoire, il se prend pour un historien. C'est un imposteur, c'est tout ce qu'il est. Excellent. Tu parlais d'Éric Bédard, l'historien. Il se situe où, lui, là-dedans? Il critique le projet ou il... Non, Éric Bédard travaille pour ce projet-là. Il travaille pour ce projet-là. Et d'ailleurs, il est un petit peu écorché dans cette lettre-là, si j'ai bien compris, parce qu'il est nommé. Je ne l'ai pas vu réagir. Je ne sais pas s'il va réagir. En tout cas, il va certainement considérer ces critiques-là. Il doit être mal à l'aise, là, quand même. C'est la moindre des choses. Tu veux me parler de John Cleese, le scénariste humoriste britannique, le gars des Monty Python, une de mes idoles. John Cleese avait jusqu'à tout récemment, je crois, une émission où il se moquait des woke, entre autres, là, et tout ça, de la rectitude politique. Ceux qui connaissent les Monty Python, John Cleese avait fait une sitcom qui était une des sitcoms les plus drôles que j'ai vues dans ma vie, qui s'intitulait Fawlty Towers, qui était dans un restaurant. Ça se passait dans un resto, c'était spicé dessus. Vous pouvez voir ça sur YouTube. Et là, il a fait une adaptation théâtrale à Londres de Fawlty Towers. Et il donne beaucoup d'entrevues dans le cadre de ça. Et là, il a parlé de l'humour et... Longue entrevue à la BBC dans laquelle... écoute, moi, j'aime ça, ces gens-là qui atteignent un certain âge, parce qu'on dirait qu'ils n'ont plus rien à perdre. Quoique lui, je suis sûr qu'il aurait dit ce qu'il a dit il y a déjà longtemps, mais il se trouve qu'il a atteint un certain âge. Et là, il dit, écoutez, ça a vraiment changé, le wokisme. Et il nomme le problème, là, il passe pas par Trois-Rivières, Bécancour et Deux-Montagnes. Là. Il dit, c'est quoi le problème? Il dit, le wokisme a changé, déjà, le public, son cerveau. Hein, on n'est plus capable de faire preuve d'ouverture, de subtilité. L'ironie, c'est suspect. Donc là, le public a changé parce qu'il y a l'interdit. Le wokisme, c'est tu peux plus dire tel mot. Donc là, si tu peux plus dire tel mot, tu dois refaire ta blague. Et donc, les humoristes ont changé aussi. Puis il dit ça, c'est pas un détail. Parce qu'à partir du moment que le public et les humoristes changent, tout le monde change. Et l'humour, qui a une responsabilité, celle de transgresser, et oui, hein, on l'oublie parce qu'il y a tellement d'humoristes au Québec, puis ils sont tellement drôles. Puis, transgresser, oui. Ben oui. Pourquoi on aime tant Yvon Deschamps? Pourquoi tout le monde dit Yvon Deschamps? Ben parce que lui, il transgressait. Il allait un petit peu trop loin. Guy Nantel, pourquoi il est si bon? Pourquoi il vend autant de billets?
Parce qu'il transgresse, parce qu'il fait exactement ça. Puis il prend le pari de prendre les gens à rebrousse-poil, puis des fois de se mettre des gens contre lui, puis de brasser à la cage, puis de choquer, de choquer. Mm-hmm. Mais il parle beaucoup, donc, John Cleese, de l'ironie. Puis moi, ça m'a rappelé une histoire, Richard. Il y a quelques années, j'étais dans un bar avec toutes sortes de monde. Puis la serveuse est arrivée, puis elle a échappé mon café. Et moi, j'ai voulu faire une blague. J'ai dit, tabarnak, t'as échappé mon café, moi, te faire de la. J'ai levé la main comme ça en disant, puis elle m'a dit, on fait pas des blagues ici comme ça. Ça se fait pas ici, des blagues comme ça. Puis là, je me suis dit, bon, peut-être qu'elle a subi de la violence, puis que c'est un traumatisme, mais dans ses yeux, c'était pas ça. C'était politique. On fait pas ça, des blagues sur la violence conjugale. Moi, j'étais avec des gens qui ont ri de ma gueule, puis qui ont ri de la blague aussi. Mais elle est retournée, puis on a eu un très mauvais service, puis elle a eu un très mauvais pourboire aussi. Mais non, mais c'est ça, le monde a changé. Tu peux plus faire de jokes. Tu sais, c'est des blagues, là. C'est une blague. Oui. On devrait pouvoir rire de tout. Moi, je suis pour l'humour, là, sur tout, n'importe quoi. Tu peux te moquer des souverainistes. Sugar Sammy, je le trouve drôle, moi. Bon, s'il se présentait en politique, ce serait autre chose. Mais il fait des blagues sur les Québécois, sur les souverainistes. Il dit, regarde, il y a deux sortes de gens qui ont voté en 95. Il y a ceux qui avaient un diplôme d'études secondaires, puis ceux qui n'en avaient pas. C'est drôle, c'est une joke, là. Bon, évidemment, c'est un peu méprisant, mais c'est une blague. On n'est plus capable de rire. Notre cerveau est configuré. C'est quoi, on prend tout au premier degré? Ben lui, il dit literal minded. Un esprit littéral. Donc, tout ce qui est dit doit être compris au premier degré. Mais là, c'est la faillite de la culture, c'est la faillite de la transmission. Puis c'est un monde froid, hein, où on communique, c'est quasiment mathématique. Là, on s'envoie des formules mathématiques. Les mots qu'on utilise, c'est 2 plus 2, OK, 3 plus 3, 6 plus 6. Puis c'est pas reposant. Mais tu sais, les petits messages aussi, là, Twitter et tout ça, les petits messages, t'as pas le temps de faire vraiment de subtilité, d'expliquer ton gag et tout ça. Fait que tu sais, t'es obligé d'être littéral, là, d'être premier degré, peut-être. C'est peut-être ça. Là, c'est pour ça qu'on a mis les émoticônes pour essayer d'ajouter un genre de saveur à ton. Il faudrait maintenant que les humoristes, quand ils racontent des jokes, derrière eux, il y a un écran avec un émoticône qui apparaît. C'est très bien dit. Oui, c'est exactement ça. Ben oui, c'est vrai que des fois, t'envoies un texto à quelqu'un sans émoticône. Puis là, la personne a dit, quoi, t'es-tu fâché? Là, il aurait fallu que tu mettes un bonhomme qui rit, là, avec les grosses larmes comme ça. Oui. Puis là, il aurait compris que c'est une blague. Donc, exactement. Non, mais ça, c'est terrible, ça. Mais on est rendu là. Ben, on est rendu là, effectivement. Il faut se parler par émoticône interposé. Ouais, ou en face à face. Il n'y a rien comme le face à face. Merci beaucoup, Rémi, qui a écrit des poèmes et aussi installe des quais. Je t'ai dit ça cette semaine. C'est ça que tu es allé faire? Oui, je t'ai installé des quais dans le Nord. Installé des quais. Oui. Non, je ne le referai plus. Salut, Rémi.